Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité tout de suite pour faire le bilan sur ces 2 ans de guerre en Ukraine, depuis le 24 février 2022, c'est le général Jean-Marc Maril. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes un ancien du renseignement, docteur en histoire des relations internationales. Est-ce que on peut dresser déjà un bilan de ces 2 ans? Qu'est-ce que ça dit des forces en présence, de la ténacité ukrainienne, mais aussi de la détermination de Vladimir Poutine? Eh bien, on peut dire plusieurs choses. La première, c'est que je pense que Poutine a fait en sorte que l'Ukraine se sente vraiment ukrainienne. Et ça, c'est une des premières leçons des premiers jours de la guerre. Il a cru faire un Anschluss à l'allemande, comme en 1938 Hitler, avec les mêmes défauts d'ailleurs d'organisation que l'armée allemande en 1938. Et on sait que, par exemple, dans les blindés de transport de troupes qui allaient sur Kiev, il n'y avait quasiment pas de soldats à l'intérieur. C'était vraiment une sorte de bluff, et ce bluff a échoué. Donc, la première étape de la guerre en Ukraine, c'est un échec. C'est un échec qui a été ensuite compensé par les Russes par un certain réalisme stratégique, puisqu'ils ont cherché à établir une continuité territoriale de la Crimée jusqu'à la Russie, et à renforcer la position des indépendantistes, entre guillemets, séparatistes des 2 oblasts de Lugansk et de Donetsk, pour avoir une réalité stratégique meilleure et en s'appuyant sur des obstacles naturels. Ils ont subi un échec grave au début qui a donné beaucoup de confiance à l'armée ukrainienne lorsqu'ils ont repris Kherson et qu'ils ont repoussé vers l'est les unités qui étaient autour de Kharkov. Donc avec cet ensemble de victoires ukrainiennes, on a eu l'impression que l'Ukraine tenait le bon bout. Vous avez même des caricaturistes qui mettaient les chars ukrainiens en direction de Moscou et qui pensaient que finalement les Russes allaient s'effondrer. On a eu quand même les chars de Wagner qui sont montés sur Moscou à l'époque où Prigojine était en vie pour essayer de déstabiliser ou du moins dire que ça n'allait pas non plus sur le front ukrainien. Tout à fait. Alors ça, c'est plus de la politique intérieure et de la gestion de Wagner. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les Russes ont donc initialement attaqué en infériorité numérique. C'est-à-dire que c'est très rare dans un pays qui peut faire une guerre ou une opération lourde de ne pas se donner les moyens numériques et de réussir son opération. Donc les Russes ont attaqué avec 150 000 hommes, un deuxième échelon de 50 000 hommes, une armée ukrainienne qui était plus puissante qu'eux sur le terrain en effectif. Après, ils l'ont corrigé avec la mobilisation partielle, avec l'ajout des contingents, des appelés dans les armées ukrainiennes. Et à ce moment-là, vous avez un rééquilibrage du front. Ce rééquilibrage du front a permis aux Russes de commencer à faire des pressions de plus en plus fortes sur le front ukrainien. Et cette pression, elle s'est manifestée par Bakhmout, Mariupol est un cas à part, par la perte d'Avdiivka et les poussées qui sont en train de se faire du côté de Robotino. Donc l'impression générale que ça donne, il y a une sorte d'effritement du front ukrainien dû à l'usure des unités ukrainiennes qui ne tournent pas assez par manque d'effectifs. Ils se retrouvent dans la configuration de l'armée allemande à Verdun. C'est-à-dire que les Allemands ont affecté des unités à Verdun et ils ne les remplaçaient jamais. Ils compensaient les pertes, mais c'est extrêmement démoralisant lorsque vous êtes dans un front très dur de ne pas avoir de relève. Et donc vous avez une fatigue des unités, un taux de perte important dans les unités les plus exposées. Est-ce qu'on a une estimation des pertes humaines de part et d'autre? Alors, si vous voulez, l'histoire des pertes humaines, ça fait partie du discours de guerre des 2 belligérants. Si vous voulez, chaque fois que les Ukrainiens ont une difficulté, ils vous annoncent beaucoup de pertes chez les Russes. Et donc, on a l'impression que l'armée russe est en train de gagner une guerre à coups d'hommes. Mais les Russes ne font plus ce type de guerre depuis longtemps. On a trop tendance à essayer de montrer que l'armée russe de Staline correspond à l'armée russe de Poutine. En fait, c'est pas ça. Les Russes utilisent massivement les drones, massivement leur artillerie, et ils adaptent le fameux discours de Pétain qui disait l'artillerie conquiert, l'infanterie occupe. C'est plus complexe que ça, mais le rôle de l'artillerie est énorme. Et ce rôle de l'artillerie, c'est elle qui génère les plus grosses pertes dans les combats. Pour la Première Guerre mondiale, 75% des morts sont dus à l'artillerie. Donc,
même si on a fait des progrès dans certains domaines, dans celui de la protection du fantassin, ça reste les tranchées. Et les tranchées avec de l'artillerie très puissante qui tombe dessus avec beaucoup plus de précision qu'auparavant, vous avez donc des risques que les taux de perte soient liés à la quantité d'obus que vous employez. Ouais, et du côté russe, beaucoup plus d'obus que du côté ukrainien. Il y a eu beaucoup de critiques ces derniers jours sur l'absence de mobilisation européenne en économie de guerre, hein, le fait qu'on ne fournit pas assez d'obus. On a entendu beaucoup de voix qui allaient dans ce sens. Et est-ce que c'est le cas? Et est-ce que plus d'obus pour les Ukrainiens pourrait changer la donne? Ou est-ce que c'est simplement plus de morts sur un front qui est figé de toute façon? Mais le front, il n'est pas si figé que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grande percée, il n'y a pas de prise de ville très importante, mais il y a quand même un effritement partiel des unités ukrainiennes. Il y a des unités qui se replient plus ou moins bien, et ça, c'est un signe inquiétant. Et quand le chef d'état-major général de l'armée ukrainienne, Zalouzny, disait que le front doit se figer, il faut passer en défensive. Il voit pas comment l'armée ukrainienne pourrait prendre le dessus à court terme s'il n'y avait pas une révolution technologique militaire, qu'il ne voyait pas d'ailleurs, ce qui a abouti à un conflit avec le président Zelensky. Oui. Et ce président Zelensky, il a nommé un autre chef d'état-major général qui finalement a mis en posture défensive l'armée ukrainienne. Oui. Et donc, je pense que le fait que le politique veuille obtenir des gains territoriaux pour rassurer ses soutiens occidentaux a généré ces fameuses offensives qui ont eu certainement un coût humain très important et qui a usé prématurément les forces vives de l'armée ukrainienne. C'est pour ça que le général Zalouzny en a parlé et a été interviewé aux États-Unis. Ouais, et d'ailleurs, c'est selon le maire de Kiev, Vitali Klitschko, qui était interviewé dans la presse française, pour lui, c'était une erreur d'avoir limogé Valéry Zalouzny. Oui, parce qu'il apparaît aussi comme étant un possible adversaire au présidentiel, ou en tout cas dans le futur de Zelensky. Et à ce moment-là, vous avez, comme dans tout pays, où la politique intérieure s'inscrit aussi dans les conflits et la politique extérieure. Donc je pense que Zelensky doit aussi sentir qu'il y a peut-être une baisse de sa popularité d'après quelques sondages qui ont été faits. Et dû aux pertes, dû à l'usure de la guerre, dû peut-être au refus de toute négociation, parce que je ne sais pas si la jeunesse dorée de Kiev a tellement envie d'aller se faire tuer pour le Donbass. Donc il y a un moment donné, la partie russophone qui existe dans l'est de l'Ukraine, finalement n'avait pas, semble-t-il, tellement rejeté la présence des unités russes. Et par contre, les Ukrainiens de l'Ouest, qui sont extrêmement nationalistes, sont fiers de leur pays et qui se battent pour leur pays, doivent se demander quel est l'intérêt de mourir pour reconquérir ces régions qui finalement sont d'abord dévastées, ne représentent plus un atout économique comme c'était dans le passé, et qui donc, étaient peuplés de gens qui n'étaient pas spécialement proche d'eux, puisqu'il y a quand même eu des séparatismes qui ont été très forts dans cette région. Oui, depuis 2014, on en parle peu, mais c'est une guerre qui remonte à loin. Bien sûr. Est-ce que cette idée d'une scission, d'une partition de l'Ukraine est possible et serait dans le cadre d'accords de paix? Moi, j'en sais rien. Par contre, Zelensky, c'est niet, pour employer un mot russe. Je ne sais pas comment on dit non en ukrainien, ça doit être proche, mais le sort des armes dictera la forme dans laquelle les négociations prendront cours. Est-ce que si le front s'effondre, est-ce que les Russes vont aller plus loin, ou au contraire vont tendre la main? Est-ce que les Américains vont soutenir toujours avec un tel niveau de force et financier surtout l'Ukraine? Ils l'ont énormément fait, avec des niveaux d'investissement énormes. Actuellement, c'est bloqué par les républicains. Mais les Américains, quand ils décident de faire quelque chose, ils savent tourner la page. On l'a vu au Vietnam, on l'a vu en Afghanistan. Et un peu partout où les Américains ont fait ce type d'opération. On en parle dans un instant avec notre invité, le général Jean-Marc Maril, pour poser vos questions 0826 300 300. Ce bilan de la guerre en Ukraine, c'est sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve.
Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Et on se retrouve avec notre invité, le général Jean-Marc Marie, l'ancien du renseignement, docteur en histoire des relations internationales, pour parler de ce bilan, si on peut parler de bilan, mais au moins de la guerre, après 2 ans en Ukraine. Où est-ce qu'on en est? Quelles sont les forces en présence? Vous pouvez poser vos questions au 0826 300 300. On parlait avant la pause de cette aide américaine qui est remise en question avec l'élection présidentielle de fin d'année, où chaque camp essaye de faire valoir ses intérêts en disant America First, et il faut arrêter peut-être de donner des milliards à l'Ukraine. En Europe, c'est tout à fait différent. Avec Ursula von der Leyen, c'est 50 milliards de plus qui sont promis à l'Ukraine. Avec Emmanuel Macron, c'est 3 milliards de plus qui sont promis à l'Ukraine. On va toujours plus loin. Pourquoi on continue dans cette logique? Est-ce que les États-Unis vont lâcher peut-être l'Ukraine, comme vous le disiez, et c'est les Européens qui vont prendre la suite en décalant vraiment toute cette guerre sur le continent et en disant, comme le disent d'ailleurs certains journalistes ou hommes politiques, c'est notre guerre? Oui, il est clair que la France et l'Europe est vent debout contre la Russie, qu'elle soutient le mieux qu'elle peut l'Ukraine. Notre problème, c'est qu'on parle d'économie de guerre en Europe, et cette économie de guerre n'existe pas. On a une industrie qui a beaucoup de qualités technologiques, mais nous n'avons pas de gros moyens pour produire en masse des obus, de l'artillerie, etc. Donc on n'est pas dans une économie de guerre. On a un discours de guerre, on a un discours financier de guerre, quand même, puisqu'on donne énormément à l'Ukraine. Oui. Mais au niveau du ratio de l'armement et des munitions, on est vraiment loin derrière les États-Unis. Et les États-Unis se heurtent, bien sûr, à la problématique de l'élection qui va arriver au mois de novembre, avec les républicains qui tiennent... comment dirais-je, une partie de ce qu'on pourrait appeler le Parlement américain. Le Sénat est encore entre les mains des démocrates. Les représentants sont majoritairement républicains. Et donc, pour l'instant, ils bloquent l'aide que je crois, les 61 milliards ou 67 milliards, je me souviens plus très bien, que les Américains voulaient donner à l'Ukraine. Donc, à ce moment-là, cette absence de financement par les États-Unis est compensée par l'Europe, qui, elle, a des moyens financiers très importants, donc elle peut agir. Mais cet engagement financier est quand même pas à la hauteur des moyens militaires dont a besoin immédiatement l'Ukraine pour contrer la pression que les forces russes exercent sur l'ensemble du front ukrainien. Parce que on a eu ces accords qui ont été signés entre le président Zelensky et Emmanuel Macron, et aussi avec Olaf Scholz en Allemagne, 2 accords bilatéraux de défense, d'où les 3 milliards promis supplémentaires, 40 missiles Scalp qui ont été promis par la France, et puis dans le même temps, on apprend que le Bundestag, le Parlement allemand, a voté contre la livraison de missiles Taurus à l'Ukraine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Taurus est un missile qui offre une portée très importante, donc de frapper en Russie, donc de frapper loin de la frontière ukrainienne. Et ça, les parlementaires allemands ne veulent pas que l'Allemagne donne des moyens pour frapper le sol russe, qui est déjà frappé. Belgorod connaît très régulièrement des pertes civiles, des pertes humaines, civiles et militaires. Là, on ne parle pas de Donetsk, qui a subi beaucoup de bombardements, mais c'est passé un peu dans la trappe de l'histoire médiatique. Et donc, je pense que les parlementaires allemands veulent ne pas rentrer dans une escalade directe avec la Russie par des moyens allemands qui feraient des morts en Russie. C'est pas le cas des Français qui vont livrer les missiles Scalp, qui livrent des canons César. Enfin, on a l'impression que là, Emmanuel Macron est en train de prendre le fer de lance de l'aide européenne à l'Ukraine. Oui, il donne des moyens qui ont fait mal déjà à la Russie. Le César, c'est un moyen à courte portée si on considère la portée des obus du César, mais avec le Scalp, on est dans un autre domaine et qui s'est révélé très efficace, notamment dans la destruction probable du navire de débarquement russe en mer Noire. Donc oui, les Français donnent des moyens qui sont vraiment dangereux pour les Russes, mais qui restent très ciblés contre des moyens militaires. Ouais. On va écouter Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, qui, il y a de ça quelques mois, voulait mettre à genoux l'économie russe. Les sanctions sont efficaces.
Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Alors l'économie russe en 2023, c'est 3% de hausse du PIB, certes dopé par la dépense publique dans l'armée, 30% des dépenses publiques en direction de l'armée, mais ces sanctions ont fait que l'économie européenne est aussi en récession, l'Allemagne est en récession, les prévisions de croissance ont été revues à la baisse par Bruno Le Maire ces jours-ci. Est-ce qu'on peut dire que les sanctions fonctionnent, mais finalement elles fonctionnent un peu pour tout le monde, contre tout le monde ? Oui, c'est tout à fait vrai. Les Russes ont réussi à diversifier. Je pense qu'ils avaient quand même pensé qu'ils auraient un volet de sanctions qui les gênerait. Je pense qu'ils pensaient que l'arme du gaz en particulier ferait un peu reculer les Européens. Et ça n'a pas été, à mon avis, une réussite pour la Russie. Mais ils ont d'autres partenaires. Il y a un monde non occidental qui ne voit pas d'un si mauvais œil les actions de la Russie. Et donc, je pense que l'Occident a tendance à se regarder le nombril et à voir que le monde, c'est eux. Et le monde, ça bouge. Ça bouge et ça ne se réduit pas à l'Occident. Et vous avez des grandes puissances comme la Chine, comme l'Inde, le Brésil, etc., qui font entendre leur voix. Donc on est dans un changement de paradigme peut-être des relations internationales et je pense qu'on ferait bien de faire attention à la façon dont on présente les actions diplomatiques internationales en Europe pour ne pas avoir un retour de bâton plus tard. D'où ces pudeurs de gazelle. Peut-être vous êtes un ancien du renseignement, vous parliez du gaz. Pourquoi on ne sait toujours pas qui a saboté Nord Stream par exemple ? Si c'était les Russes, on le saurait. Bonne réponse générale. C'est un peu ça, évidemment. Donc c'est un peu la blague, on va dire, sachant que les Américains avaient eu quand même des annonces très belliqueuses par rapport avant l'ouverture même de Nord Stream, par rapport à ce canal. On a un auditeur avec nous, Guillaume de Carcassonne, qui souhaitait réagir et poser une question. Bonjour Guillaume. Bonjour Alexis, bravo pour votre émission au passage et merci. Respect mon général. Bonjour. Et excusez-moi. Oui, je voulais juste savoir si, mon général, si humainement parlant, une victoire de l'Ukraine était toujours possible. On parle beaucoup de fonds, de milliards, d'aides militaires, etc. Mais sachant que les militaires occidentaux ou américains ne peuvent pas intervenir sur place, est-ce que humainement l'Ukraine aura encore des soldats pour faire la guerre? Parce qu'au bout d'un moment, j'imagine que les pertes doivent être nombreuses. Et voilà, quand est-ce que ça va je me pose des questions si vraiment l'Ukraine aura encore les moyens humains de pouvoir satisfaire les Occidentaux. Vu que les Américains vont pas jusqu'au dernier Ukrainien, au bout d'un moment, ça va se faire. Je pense que c'est une excellente question. Merci Guillaume. En effet, on voit très bien que le Parlement ukrainien, pour l'instant, n'a pas entériné la mobilisation que voulait générer le président Zelensky. Qui débattent sur l'âge des gens qu'ils doivent mobiliser. Les gens sont, je crois, à 27 ans. Initialement, ils pensaient à 25. Ça veut dire qu'entre guillemets, ils veulent préserver leur jeunesse, ce qui veut dire que les unités ukrainiennes sont composées de gens relativement âgés pour des soldats, notamment pour des fantassins. Et pas des soldats de profession, hein. Non, il y a des soldats de profession, mais il y a la conscription, comme en Russie d'ailleurs, qui font que ils ont mobilisé des gens dans une tranche relativement âgée, des gens qui étaient installés dans la vie quand même. Oui. Et c'est assez paradoxal dans une guerre, puisque d'habitude, si on regarde la genèse des recrutements pendant la Première, la Seconde Guerre mondiale, c'est plutôt des hommes jeunes qui étaient recrutés, entre 18 et 22 ans, 23 ans, parce que l'infanterie en particulier nécessite de la jeunesse. Donc c'est quelque chose qui me surprend qu'ils n'aient pas voulu, pour des raisons, je pense, de politique intérieure, mobiliser leur jeunesse. Sacrifier d'une certaine façon, parce que les pertes, même si on n'a pas les chiffres, on voit les images, elles sont terribles, et on peut se demander, évidemment. Le problème, c'est ces non-accords de paix, et cette volonté aussi de reprendre la Crimée, qui a été prise par les Russes il y a de ça peu de temps, et là, ça se ferait à un prix humain, j'imagine, catastrophique. Oui, puis en plus, la Crimée a quand même une particularité, c'est qu'elle est essentiellement russophone, tout le monde parle russe.
la Crimée avait eu une particularité dans l'URSS jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, puisqu'elle était une sorte de république autonome. Et Staline, mécontent de l'accueil qu'avaient pu faire certains personnels de Crimée à l'armée allemande, espérant peut-être être libérés du joug soviétique, avait finalement anéanti, refusé cette autonomie à la Crimée. Et ce qui fait que il avait déporté d'ailleurs des Tatars, près de 400 000. Donc la Crimée, c'est un cas vraiment très très particulier, puisqu'elle a été rattachée par Khrouchtchev en 1954 pour le tricentenaire du rattachement de l'Ukraine à la Russie. Oui, le paradoxe de la situation. C'est évidemment très très compliqué. On a une dernière question d'un auditeur, Fabrice de Creil. Bonjour Fabrice. Bonjour à tous. Merci de me donner la parole. Donc je vais dérouler un certain nombre de points. Je vais laisser au général. Alors rapidement, parce qu'on doit bientôt finir. Donc si vous avez une question, de répondre. C'était déjà, il y a déjà un point, c'est qu'on a sous-estimé les capacités du CMI russe. Je comprends pas pourquoi on n'évoque pas les drones, qui est quand même une révolution dans ce type de guerre. Oui. En ce qui concerne les matériels que l'on fournit, c'est un cauchemar logistique pour les Ukrainiens. Et à l'inverse, au niveau russe, ils ont une production qu'ils connaissent. En matière de mobilisation, donc d'effectifs au niveau des Russes, Poutine a trouvé une alternative à la mobilisation avec 400 000 volontaires à peu près. Donc ces volontaires-là sont là parce qu'ils touchent à peu près 2 000 euros. Le salaire moyen de base en Russie, c'est entre 400 et 500 euros. Et que les Ukrainiens ont environ entre 1 million et 1,5 million d'hommes en état de combattre à l'extérieur des frontières. Et chaque jour, les gens quittent le pays pour ne pas aller sur la ligne de front. Voilà quelques points. Alors, c'est ce qu'on disait au cours de cet entretien. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire en fait aujourd'hui de cette situation ? Moi, je remercie cet auditeur qui est très bien renseigné. Et je pense savoir d'où il tient ses renseignements. Il a parfaitement raison, mais en une demi-heure, faire un bilan... C'est un peu court, j'avoue. C'est un peu court, le rôle des drones. Les Russes ont annoncé une production de 40 000 drones. Les Ukrainiens ne peuvent pas suivre s'il n'y a pas une aide massive occidentale dans ce domaine-là. Les pertes ukrainiennes sont importantes. Les Russes ont évité la problématique d'une deuxième mobilisation partielle, effectivement grâce aux volontaires. Et donc, il est sûr que l'échantillonnage d'armement que donnent les Occidentaux à l'Ukraine se transforme évidemment en cauchemar logistique. Il a parfaitement raison. On a des micro-parcs. Donc tout ça pour dire que l'Ukraine connaît des heures difficiles. Mais comme disait un prisonnier tchadien quand j'étais au Tchad, un jour on gagne, un jour on perd, c'est ça la guerre. Merci beaucoup, Général Jean-Marc Maril, d'avoir répondu à nos questions. C'était court, bien sûr, pour parler de ce bilan de la guerre en Ukraine. Tout de suite, c'est la culture dans tous ses états avec Céline Alonso et André Berkoff. Ils reçoivent Abnouch Chalmani, journaliste écrivaine, qui va évoquer l'Iran des années 50. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.